Bonjour tout le monde. Alors, on poursuit avec notre avant-dernier concept du chapitre 17. C'est le concept 17.5 qui se lit comme suit. Les mutations d'un ou de quelques nucléotides peuvent modifier la structure et la fonction des protéines. Donc, on aborde enfin ce concept-là qui va revenir souvent pour la suite des choses là, avec la génétique puis l'évolution. Euh, peut-être en revenant sur une figure ici qui est celle-là. Donc, on a commencé à utiliser le dictionnaire du code génétique dans le concept précédent où on avait, je te rappelle, les différents codons qu'on peut retrouver dans un ARN messager, puis la correspondance de ces codons-là avec les différents acides aminés qu'ils codent. Donc, ce qu'on avait vu au dernier chapitre, c'est que une façon de se servir de ce tableau-là, c'était de prendre le premier codon. On lit toujours de 5' vers 3' en passant. Donc, tu vois ici, c'est l'extrémité 5' du codon. Autrement dit, si on a le codon 5', 3' A, C, U, ben le premier codon, c'est le A parce qu'il est du côté 5'. Après ça, on a le deuxième et le troisième codon. Donc, ce serait une erreur là, de lire de 3' vers 5'. Ce codon-là devrait être lu de cette façon-là. Donc, en réalité, voyez-vous, ce codon-là serait le codon 5' A, G, U, 3'. Donc, ça ici, là, c'est exactement la même chose que ça ici. Et c'est différent du premier codon en haut qui était AQ. Lui, c'est AGU. Donc, on aurait deux codons différents ici. Mais donc, le dictionnaire du code génétique, on prend le premier nucléotide du codon, le deuxième, puis là, ben, ça va nous faire déjà un croisement. Disons que ce serait un C le premier, ben, on aurait cette rangée-là. Puis si le deuxième, c'était aussi un C, ben, on aurait cette colonne-là. Donc, autrement dit, à partir de ces deux premiers codons, on sait qu'on est dans notre case ici. On vient sélectionner notre troisième codon. Et puis là, ben, ce qu'on constate, c'est que ce soit un U, un C, un A ou un G, peu importe, dans cette case-là, peu importe la troisième position, tous ces codons-là qui commencent par CC, 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 vont nous donner l'acide aminé proline, ou pro en ce qui nous concerne. Donc, il y a une première observation du dictionnaire du code génétique. On dit que le code génétique, il est redondant. Autrement dit, il y a différentes façons. C'est comme si je dis bonjour, allô, salut. C'est différents mots qui veulent dire un peu la même chose. Il y a une redondance dans cette information-là. Ben, le codon CCU, le codon CCC, CCA, CCG, c'est un peu comme 4 synonymes qui donnent tous la même information, le même acide aminé qui est l'acide aminé pro pour proline. Donc, autrement dit, redondant, ça veut dire que plusieurs codons donnent le même acide aminé. On pourrait dire, si je me prends un petit bout de papier ici, là, puis qu'on dit codon 1, codon 2, codon 3, puis je pourrais continuer avec codon 4, puis même codon 5 si ça se trouve. On va aller voir si ça se peut. Là. Tout ça, ça donne tous ces codons-là nous donnent le même acide aminé. On pourrait dire que c'est l'acide aminé euh, euh, numéro, numéro 3, par exemple, là, pour pas en nommer un en particulier. Mais autrement dit, ce que je veux dire ici, c'est qu'on a plusieurs codons qui mènent vers un même acide aminé. Donc, le code génétique, on dit qu'il est redondant à cause de ça. Remarquez que c'est un phénomène qui s'observe à plusieurs endroits. Donc, on a la même chose pour la sérine ici. Donc, tu vois, la troisième paire de bases diffère pour les 4 codons. Les deux premières positions sont les mêmes. Puis tout ça, peu importe la troisième paire de bases, finalement, ça donne tout le même acide aminé.
Même chose ici, même chose, tu sais, on retrouve la même chose ici, la même chose ici, la même chose là. À certains endroits, par contre, ça diffère. Tu vois, pour les codons qui commencent par GA, ben, il y a deux variantes. Les U et les C nous donnent la, le, je suis plus certain exactement du nom de cet acide aminé-là. C'est l'asparagine? Je suis pas certain. Mais tu vois, on va avoir GA. Puis, pour les derniers nucléotides qui sont AG, ça nous donne un autre type d'acide aminé. Donc, il y a une redondance ici aussi, là, à l'intérieur de ces deux-là, puis à l'intérieur de ces deux-là. Mais on dit que le code génétique n'est pas ambigu. C'est-à-dire que un codon va donner un et un seul acide aminé. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'acide aminé qui est associé à un codon particulier. Donc, chaque codon code pour un acide aminé bien spécifique. Parmi les autres phénomènes remarquables, il y avait nos trois codons d'arrêt qui étaient ici. Vous vous rappelez que la présence de ces codons-là signifie l'arrêt de la traduction par le ribosome. Puis vous serez peut-être intrigué par ce codon-là, AUG, qui code pour un acide aminé qu'on appelle la méthionine ou MET, qui est le premier acide aminé qu'on va retrouver dans pratiquement toutes les protéines du corps. Donc c'est c'est un acide aminé qui est utilisé comme première position de départ. Voilà pour les observations plus générales du dictionnaire du code génétique. Puis maintenant, dans le fond, l'idée c'est qu'est-ce qui arrive si la séquence d'ADN ou d'ARN, à la limite d'ARN messager, connaissait des modifications. On peut s'imaginer que si on revient à notre premier exemple de tout à l'heure, si la modification avait lieu dans un des trois dans un des nucléotides qui est à la troisième position, il n'y aurait pas d'impact ici. Du moment que les deux premières positions sont respectées, donc le codon commence par CC, peu importe ce qui arrive à la troisième position, ça va toujours nous donner l'acide aminé proline. Mais qu'est-ce qui arrive si on change la deuxième position, par exemple, ou la première position? Là, il faudra qu'on aille voir ailleurs dans le dictionnaire du code génétique. Par exemple, si on changeait la deuxième pour un A, là, ça devient le codon CAA. Donc celui-là, là, ici, là, serait transformé en codon ici. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas le même acide aminé qui est codé par ce codon-là. Si on change par un G, la deuxième position, on a un troisième acide aminé. Puis si on changeait par un U, c'est UA, on a un quatrième acide aminé. Donc, ce qu'on voit, c'est que les deux premières positions là, sont particulièrement sensibles à des changements. Puis, il n'y a pas beaucoup d'acides aminés là, qui vont résister à ces changements-là, en fait. Donc, si on va voir un petit peu plus loin dans... Ça, c'était la figure 17.5, un tableau que vous allez retrouver là, dans les exercices puis les examens. Pour faire la traduction d'un ARN messager, par exemple. Ça, c'était la figure 17.5. On va se rendre un peu plus loin à la fin du chapitre 17-23 pour revenir avec notre exemple de l'anémie à hématie falciforme. Donc, je te rappelle que cet exemple-là qu'on avait vu portait sur la protéine d'hémoglobine qui comportait deux grandes sous-unités différentes. En fait, deux types de sous-unités. C'est une protéine à structure quaternaire. Mais donc, l'ADN qui code pour une de ces sous-unités-là, pour l'hémoglobine normale, va être de ce type-là. Tu vois, ici, on a une série de 3 nucléotides. Puis là, tu vois, à partir du moment où on te donne un ARN messager, tu devrais être capable d'identifier quel est le brin matrice dans les deux brins du haut. Mais on voit qu'à cette position-là, on a GAA. L'ARN messager
étant complémentaire à cette séquence-là ici, le brin matrice est bel et bien celui du haut. Le brin du bas, le brin non transcrit, va avoir exactement la même position que notre ARN messager ici, parce qu'il est complémentaire, donc au brin codant. Donc autrement dit, ici, là, ça serait le brin non transcrit, puis en haut, on aurait le brin matrice, je vais écrire BM pour le brin matrice ici. Et puis là, si on allait voir dans le dictionnaire du code génétique, est-ce qu'on lit notre codon de 5' vers 3'? Oui, il est bien orienté. Donc son premier nucléotide, c'est G. Ensuite, AA. On va aller voir vite, ce serait quoi? L'acide aminé GAA. Donc là, je vais peut-être faire un petit peu de ménage ici pour qu'on reparte avec une ardoise propre. G A c'est la glutamine. Donc, si on revient ici, on va avoir à partir de l'acide aminé, du codon GAA, la glutamine comme acide aminé ici. Dans l'anémie à hématie falciforme, il y a ce qu'on appelle une mutation dans l'ADN. Donc ici, je te rappelle, le brin codant, ce n'est pas celui du bas. Le brin matrice, c'est le brin du haut, qui est le brin matrice. Donc ici, ce qu'on va avoir par transcription, on va avoir GUA. Pour comparaison avec ce qu'on avait tout à l'heure, on avait GAA ici. Là, on se retrouve avec GUA. La modification, qui est une mutation dans l'ADN, s'observe sur la deuxième paire de bases. Donc, est-ce qu'on a probablement un changement d'acide aminé? La réponse, c'est oui. Tu vois, on aurait pu retourner là, dans le dictionnaire du code génétique, mais on se retrouve à ne pas avoir le même acide aminé. Puis là, ce qu'on avait vu au début de la session, c'est qu'un changement dans la structure primaire de la protéine peut entraîner une modification dans sa structure secondaire, puis dans sa structure tertiaire, donc dans sa forme tridimensionnelle. Donc, ça ici, c'est une mutation qu'on appelle ponctuelle. On va aller voir les différents types de mutations là, dans la prochaine image, mais c'est un nucléotide qui est changé, c'est une toute petite mutation, mais qui a un impact important sur la structure primaire de la protéine. En réalité, l'impact n'est pas si catastrophique que ça sur la structure primaire. C'est juste un acide aminé qui est changé. Mais il se trouve que quand on permet le repliement de cette protéine-là, avec cette nouvelle structure primaire-là, il y a des impacts importants sur la structure secondaire et tertiaire. Je ne sais pas si tu te rappelles ce qu'on avait pris en note jadis là, à ce propos-là, c'était que les protéines d'hémoglobine mutantes de l'anémie à hématie falciforme s'attachaient tout ensemble puis coagulaient, n'étaient pas capables de faire le transport des gaz respiratoires. Donc ici, là, ce qu'il faudrait retenir, c'est mutation ponctuelle, puis on va aller revoir ça là, dans cette image-ci, puis dans notre résumé du concept sur lequel on va revenir dans un petit instant. Donc ici, on te présente un autre exemple où est-ce qu'on a des mutations à relativement petite échelle qui peuvent modifier la séquence, qui peuvent modifier ou non la séquence d'acides aminés. Donc, on part avec un exemple ici là, d'un brin d'ADN, donc une double hélice d'ADN. On a un brin d'ARN messager qui a été transcrit à partir de lequel des deux brins d'ADN? Tu devrais observer que ça se ressemble étrangement, sauf pour les T et les U. Donc, autrement dit, en bas, on a affaire au brin non transcrit. Et c'est donc le brin du haut qui est notre brin matrice.
ici comme ça. Là, on pourrait aller avec le dictionnaire du code génétique. Puis dans le fond, l'idée, c'est qu'on va prendre nos trois premiers nucléotides. On a donc notre premier codon. C'est le codon AUG, OG, qui donne méthionine, premier acide aminé qu'on retrouve typiquement dans les protéines. Puis là, on irait décoder 3 par 3, comme ça ici, nos différents acides aminés. Puis finalement, on arriverait au codon d'arrêt UAA. Et là, ce qu'on a, c'est un arrêt de la traduction. Donc, autrement dit, avec cet ARN messager-là, on a fabriqué un polypeptide de 4 acides aminés. Vite comme ça, là, on devrait être capable d'identifier la longueur de l'ARN messager plutôt, qui a permis de fabriquer une séquence protéique de cette longueur-là. Parce qu'on sait que si on aurait 3 nucléotides nécessaires au codon qui aurait codé pour cet acide aminé-là, même chose ici, même chose là. Puis même chose là, en fait, on sait que l'arrêt est codé par un codon qui possède 3 nucléotides. Donc, 3 fois 5, on obtient 15 nucléotides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nucléotides de longueur pour l'ARN messager qui code pour une protéine de 4 acides aminés. Donc, une petite règle mathématique là, pour le savoir. Là, tu vas avoir, mettons, le nombre de nucléotides moins 3 divisé par 3 va être égal au nombre d'acides aminés. Donc, ici, tu vois, j'avais 15 moins 3, qui est le codon d'arrêt. Ça nous donne 12. Divisé par 3, ça nous donne 4. 4 acides aminés. C'est juste l'idée, c'est qu'il y a le codon d'arrêt qu'il ne faut pas oublier de compter. OK, les différents types de mutations qui peuvent avoir lieu. Donc, on a 2 grandes familles de mutations. Le premier, ça va être la substitution d'une paire de nucléotides. La substitution, ça veut dire le changement d'une paire de nucléotides pour un autre. C'est exactement l'exemple qu'on avait de l'anémie à hématie falciforme tout à l'heure. Donc, je te rappelle, on parle de la séquence en haut. Donc, par exemple, ici, là, on aurait à cette position-là GC. Bien là, tout à coup, on a inséré ici AT. Donc, ça, c'est une substitution. Juste avant de revenir à cet exemple-là, là, je vais te montrer le prochain exemple. Le grand type de mutation, c'est des insertions ou des délétions. Donc là, ici, on va venir rajouter des nucléotides. Tu te rappelles l'exemple tantôt, là, on avait un ARN messager qui avait 15 nucléotides. Bien là, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est venu insérer un nouveau nucléotide ici. Donc, commençons par... on pourrait se poser la question, lequel des 2 grands types va être le pire, le plus grave, d'après vous? Si tu as voté pour celui-là, c'est une bonne réponse. Bien souvent, des insertions-délétions vont être beaucoup plus problématiques parce qu'elles vont faire ce qu'on appelle un décalage du cadre de lecture. C'est-à-dire que, tu vois ici, si on repart, on va commencer dans le fond par les plus graves ici, là. Si on repart avec notre nouvel ARN messager qui a été transcrit à partir de notre ADN muté, dans lequel on a inséré un nouveau nucléotide, pour le codon de départ AUG, pas de problème, ça nous donne une méthionine. Mais regarde ici, il se trouve qu'on a inséré un A qui devient un U, donc dans l'ARN messager. Donc le nouveau codon, auparavant, là, le codon c'était AAG. Puis on avait un codon ici, puis un autre codon là, puis on continuait comme ça là, jusqu'à avoir nos 5 codons, dont le dernier code pour le signal d'arrêt. Donc
une protéine de 4 acides aminés. Ben là, c'est plus ça ici le codon. C'est rendu ça ici le codon. Et UAA, il se trouve, si on va voir le dictionnaire du code génétique, que ça donne un signal d'arrêt. Donc, UAA, on l'a juste ici. C'est un signal d'arrêt. Donc, si l'ADN est muté de cette façon-là, ben, elle ne sera jamais capable de produire notre protéine de 4 acides aminés qu'on avait. Elle va être capable de faire une protéine avec un acide aminé, puis le reste est interrompu par cette insertion-là. Une délétion pourrait entraîner un autre problème. Tu vois ici, on avait un U auparavant, puis en fait, on avait un A ici, il a été enlevé ce A-là. Donc là, on vient de... Alors qu'on avait le codon UUU, là, tout à coup, on se trouve avec le codon UUG et GCU ici. Puis là, on a perdu notre UAA, notre codon d'arrêt. Donc, l'information est complètement différente. Là, hein. Au départ, on avait MET, LIS, FE, GLI. Là, on a MET, LIS, LE, ALA. Donc, c'est plus la même information. La mutation a créé une modification de la structure primaire. Donc, vraisemblablement, là, un problème fonctionnel là, pour la cellule qui a besoin de cette protéine-là. Finalement, imaginons qu'il y a une insertion ou une délétion d'un triplet de nucléotides. Ça peut arriver, ces choses-là. Mais là, à ce moment-là, ce serait une mutation possiblement moins problématique parce qu'il n'y aurait pas de décalage du cadre de lecture. Tout ce qui se produirait, c'est que tu vois ici par exemple, le triplet est manquant, ben on aurait une protéine avec 3 acides aminés puis un codon d'arrêt. Donc il nous manque là, notre acide aminé qui est en deuxième position, qui était la lysine, elle est disparue. Peut-être que ça va causer un problème, peut-être que non, mais une chose certaine, c'est qu'on n'aura pas de décalage du cadre de lecture, c'est-à-dire la série là, d'informations qui a été interrompue par une insertion ou une délétion, donc une insertion, une délétion ici, n'est pas compromise là, pour tout ce qui reste en aval de cette insertion ou délétion-là. En amont de cet endroit-là, il n'y a pas de problème, mais en aval, à partir de là, le cadre de lecture est corrompu. Donc, finalement, l'autre chose qui nous reste à voir, c'est les substitutions de nucléotides. Donc, si on vient changer un nucléotide, puis que, comparativement à la séquence originale, je te rappelle ici, on avait un GC dans l'ADN, puis on se retrouve avec un AT dans l'ADN. Ben, ça vient changer notre troisième nucléotide. Mais là, si on va voir le code génétique, ben, GGU, c'est la même chose que GGC qu'on avait ici tout à l'heure. Ça nous donne une glycine également. Donc, c'est une mutation, il y a un changement, mais c'est une mutation qu'on dit qui est silencieuse. Elle n'a pas d'effet sur la séquence d'acides aminés. Par ailleurs, si on change ici à cet endroit-là, ce qui correspond au premier nucléotide du codon, ben ici on a une modification. Là. Ce n'est plus une glycine qu'on va retrouver, c'est un autre acide aminé, donc une mutation qu'on dit qui est faux sens. Ce n'est plus le même sens, ce n'est plus la même information d'acide aminé qui est contenue ici. Puis finalement, ben, il y a des mutations de non-sens si jamais on avait une substitution, puis que la substitution entraîne l'apparition d'un codon d'arrêt, comme ici, UAG, ben, c'est une mutation non-sens. Il va y avoir une interruption de la traduction de la protéine, puis ça va nous donner une protéine déficiente. Donc ici, c'est problématique. Là, ça peut être potentiellement problématique. Ça reste à voir s'il y a un impact important, là, comme dans le cas de l'anémie à hématie falciforme. Puis ici, ben, c'est bon, il n'y a pas aucun problème. Une mutation silencieuse, ça ne change pas l'acide aminé. Donc, si on revient avec les concepts clés, les
mutations à petite échelle comprennent des mutations ponctuelles qui consistent en des modifications d'une paire de nucléotides de l'ADN, ce qui peut entraîner la production d'une protéine non fonctionnelle. Les substitutions de paires de nucléotides peuvent provoquer des mutations faux sens ou des mutations non-sens. Donc on parle ici de substitution de paires. On pourrait rajouter aussi ici en fait ou encore et des mutations silencieuses. Donc, faux sens, c'est si un acide aminé 1, disons, est transformé en acide aminé 2. Non-sens, c'est si un acide aminé est transformé en codon d'arrêt, donc en stop. Puis mutation silencieuse, ben, ce serait si un acide aminé 1 est transformé en acide aminé 1, ou en fait, s'il n'y a pas de transformation, à cause de la redondance du code génétique. L'insertion et la délétion de paires de nucléotides peuvent provoquer le décalage du cadre de lecture. Donc, c'est l'idée que la série de triplets de nucléotides est décalée par l'insertion ou la délétion d'un ou de plusieurs nucléotides. Rappelons-nous toutefois qu'une délétion ou une insertion de 3 nucléotides n'a pas pour effet de causer un décalage du cadre de lecture. C'est juste l'ajout ou l'insertion d'un codon supplémentaire. Des mutations spontanées, oui c'est ça, donc ça on n'en a pas parlé encore, mais donc des mutations peuvent spontanément apparaître durant à quel moment? Ben, la réplication, la recombinaison ou la réparation de l'ADN. Donc, la réplication durant la phase S par l'ADN polymérase, ben, c'est un moment où est-ce que si l'ADN polymérase travaille mal ou s'il y a une erreur dans son mécanisme de réplication de l'ADN, ben, des mutations peuvent survenir. Durant la recombinaison, ben, ici, on peut penser par exemple aux enjambements à la méiose. Si jamais des chromosomes s'échangent du matériel génétique, il peut y avoir, c'est à ce moment-là que l'ADN est manipulé finalement. Là. Ça peut être un moment où est-ce qu'il y a des mutations qui apparaissent. Puis durant la réparation de l'ADN. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que nos ADN sont soumis à toutes sortes de stress. On peut penser par exemple au rayonnement ultraviolet qui est si mauvais dans l'exposition, une trop grande exposition prolongée et puis intense aux rayons du soleil, par exemple. Ben, ces rayons-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils traversent là, les cellules de l'épiderme, puis ils se rendent jusque dans les noyaux cellulaires, puis ces rayons-là, à haute énergie, ont la capacité de causer des incidents, des mutations, en fait, des nucléotides de l'ADN de nos cellules. Mais pour pallier à ça, on a toute une série d'enzymes qui réparent l'ADN, qui surveillent et veillent à ce que l'ADN soit maintenu dans son état intact pour ne pas corrompre justement la séquence d'informations qui mène à la synthèse des protéines. Mais si jamais il y a un problème dans la réparation de l'ADN, comme on peut le voir dans certains cas de cancer par exemple, ben ça amène l'apparition de mutations puis de modifications potentiellement des protéines qui en découlent. Qu'est-ce qui cause les mutations? Ben, les agents mutagènes peuvent être de nature soit chimique ou physique, et même parfois biologique, on pourrait dire. Donc, quand on pense à des agents chimiques, ben, c'est des molécules. Différentes substances cancérigènes existent. On n'a qu'à aller dans la fumée de cigarette pour en trouver au-delà de 60 000 des types de substances qui sont susceptibles de modifier les molécules d'ADN. Puis les agents physiques sont davantage du type des radiations en fait. Donc radiation ultraviolette, mais aussi radioactive par exemple.
Puis même des agents biologiques, mutagènes biologiques existent. On sait que certains virus ont la capacité de, de, de causer des mutations, puis euh, différentes problématiques suite à ça. Cause des dommages à l'ADN qui peuvent donc modifier les gènes. Donc, on serait rendu à faire une question, euh, deux questions en fait. Plus je sais que ça va allonger peut-être un peu cette vidéo-là, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'après ça, pour 17.6, on aura pratiquement terminé là, le travail. Ça sera très bref. Donc, la question est la suivante. Que se passe-t-il lorsqu'une paire de nucléotides est enlevée au milieu de la séquence codante d'un gène? Ben, on peut s'imaginer si on avait un brin d'ADN ici comme ça, disons qu'on va écrire 5' A, A, T, A, A, C, C, A, A, G, A, T. J'écris n'importe quoi, là. Mais donc, si c'est le brin codant, le brin matrice, là, on aurait pu écrire le brin non, non transcrit ici comme ça. G, G, T, T, C. Oui, là j'ai un petit crampe au cerveau, c'est comme ça ici. 5'. Puis si on veut transcrire ce brin-là, ben remarquez que la direction de la transcription va être dans ce sens-là, hein, étant donné que là, je disais que c'était lui mon brin matrice là, tout à l'heure. Là. Donc, mais l'avantage d'avoir écrit le brin non transcrit en haut, c'est que je peux me baser sur lui pour écrire mon fragment d'ARN. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire le brin d'en haut, triplet par triplet, puis je vais le retranscrire intégralement, sauf que je vais inscrire un U à la place des T. Donc vous allez voir, on peut y aller quand même assez vite de cette façon-là. Donc ça donne UUA, UUG, GUU, CUA. Je m'assure que j'ai pas fait d'erreur, comme ça. C'est bon. Donc ça, c'est notre brin d'ADN, d'ARN messager plutôt. Si je voulais en faire là, une lecture, en fait, pour en faire la traduction, ben là, je vais le réécrire dans la bonne direction, c'est-à-dire de 5' vers 3' si je prends si je prends ce brin-là, en fait, plutôt. Donc, autrement dit, je vais le réinscrire, je le lis là, dans cette direction-là, je m'en vais comme ça. Donc, ça va me donner AUC, UUG, c'est ce que j'ai fait ici. Après ça, ça va être GUU, puis AUU. Donc, AUU, 3'. Là, remarquez ici là, que ce brin-là, c'est exactement la même chose que celui-là ici. Là. J'ai pas fait une copie de... C'est-à-dire, c'est pas comme si j'avais fait une transcription là, du brin d'ARN messager. C'est vraiment le même. C'est juste que je l'ai reviré de bord. Là. J'ai changé là, pour que le 5' soit à gauche, puis le 3' soit à droite. Puis là, ben, on pourrait aller traduire avec le dictionnaire du code génétique, mais on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Là. Dans notre question, on disait que se passe-t-il lorsqu'une paire de nucléotides est enlevée au milieu de la séquence? Mais si on vient juste enlever une paire ici comme ça, faire une délétion, ben, ça veut dire qu'on va avoir celui-là ici qui vient de disparaître. Puis là, si je vais le retrouver, en fait, celui-là, ça se trouve à être celui-là dans ma séquence là, de l'autre côté. Donc là, ce qu'on aurait comme nouveau transcrit, on aurait 5', A, U, C, U, U. Puis là, tout à coup, tu vois, il faut que j'aille chercher lui là, pour avoir mon nucléotide, mon codon. Puis là, on continue. U, U, A, puis U, U. Donc là, ce qu'on constate, c'est que si on avait auparavant 4 codons, 4 triplets nucléotides, dont possiblement un dernier qui servait comme codon d'arrêt. Je pense pas que c'est ça nécessairement la séquence que j'avais inscrite, là, mais donc on aurait une protéine
ou en tout cas, on aurait certainement un ARN messager avec 4 codons. Ici, tu vois, on se retrouve avec 3 codons complets, puis un restant de 2 nucléotides. Euh, la bonne nouvelle, c'est que la séquence d'ADN au départ était faite d'une façon que notre premier nucléotide, il n'est pas touché. C'est ici qu'arrivait la délétion, mais notre codon initial reste inchangé. Toutefois, notre troisième codon, GUU, devient tout autre, là, UUA. Donc ici, c'est une mutation faux sens qui vient modifier le, le codon et puis l'acide aminé qui va être codé de façon correspondante. Ça ici, c'est une mutation silencieuse. Et voilà, donc il n'y a pas de modification. Une dernière question, mais un peu plus costaude celle-là, puis ça sera pas mal notre dernier exercice là, sur vidéo pour toute cette mécanique-là de transcription-traduction. Donc on va essayer de le décortiquer. Juste voir si tout ça c'est correct. Mutation. Ok. Donc c'est ça. Allons-y, comme ça. Le brin matrice d'un gène, donc on a notre brin matrice, ça nous permet d'identifier lequel des deux brins d'ADN on a à faire, contient la séquence suivante qui est là. À la suite d'une mutation, il est modifié, puis là on pourrait essayer d'aller voir tout de suite c'est quoi qui est changé là, dans le... C'est ça ici, hein. C'est un nucléotide, c'est une substitution, une petite mutation ponctuelle d'un nucléotide qui est changé. Donc là, on nous demande de dessiner le double brin d'ADN pour les deux séquences normales et mutantes, ainsi que la séquence d'acides aminés encodés par chacune. Quel est l'effet de cette mutation sur la séquence des acides aminés? Ok, donc là, on se retrousse les manches, puis on s'en va au travail. Donc, je te rappelle, ça ici, c'était le brin matrice. Donc, on va y aller avec brin matrice normal. Je vais écrire ça comme ça. 3', puis là, je vais le lire à voix haute pour ne pas me tromper. TAC, TTG, TCC, GAT, ATC, 5'. On va dire que c'est le brin non transcrit normal. Je ne sais pas si vous me suivez ici, là, mais l'idée, c'est juste qu'on a des brins normaux, puis tantôt, on va avoir un brin muté. Donc, je vais l'écrire dans une autre couleur. Par complémentarité des paires de base, on s'en va comme ça. A, ça, A, C, A, G, G, C, T, A, T, A, G. On va aller faire l'ARN messager normal. Puis là, je vais faire un 5' comme ça ici. 3' comme ça. Rappelons-nous le petit truc. Dans le fond, on va prendre le brin non transcrit, puis on remplace les thymines par des uraciles. Donc A, U, G, A, A, C, A, G, G, C, U, A, U, A, G. Ça ressemble à ça. Allons faire la traduction de ce... puis je vous invite à... je sais pas si vous l'avez fait, là, faire une pause sur la vidéo puis à essayer de le faire par vous-même avant que je vous donne la solution. C'est la meilleure façon de vous tester à ce moment-ci, là. Donc, AUG, là, j'ai presque pas besoin d'aller voir dans le code, dans le dictionnaire du code génétique. Ça se trouve à être la méthionine, qui est un classique pour commencer une protéine. A, A, C, ASN, A, G, G, A, G, G, arginine, CUA, CUA, leucine, et WAG, ça se trouve à être
un codon stop. Donc parfait, on a notre protéine avec nos 4 acides aminés. Maintenant, on nous demande de faire le même exercice avec la séquence mutée. Ok, allons-y. Donc, on va parler du brin matrice muté. Brin matrice muté. 3' TAC, TTG, TCC, AAT, ATC. 5'. C'est un peu plus serré, là, mais je te rappelle, la seule différence là, qu'on a, là, ça se trouve à être cet endroit-là. Le reste, c'était pareil. Donc, allons-y avec le brin non transcrit muté. Donc là, on a un petit peu de réflexion à faire. Devant un A, devant un T, devant un G, devant un A, devant un A, devant un C, devant un A, G, G, T, T, A, T, A, G, 3'. Donc encore là, la modification, elle est là. Si on va faire notre ARN messager, ARN messager muté, on va avoir 5', parce que je te rappelle que c'est lui le brin matrice, là, le brin transcrit, donc je le fais de façon antiparallèle, mais en me basant sur celui du haut là, pour écrire l'ARN messager rapidement. Donc on va avoir un AUG, AAC, AGG, UUA, UAG, 3'. Là, vite de même, là, je vais juste te faire remarquer que celui-là ne change pas. Celui-là ne change pas. Celui-là ne change pas. Parce qu'on est en amont de la mutation. Donc, je pourrais tout de suite aller écrire là, les mêmes acides aminés. MET, ASN, arginine. Mais là, on a le codon UUA. Donc, UUA, ça se trouve à être la leucine. Puis, le codon UAG, ça se trouve à être un stop. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on a exactement le même acide aminé à partir de 2 codons différents, CUA et UUA. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, auparavant, à cause de la redondance du code génétique, on observait des mutations en 3e position du codon qui ne changeaient pas le nucléotide, l'acide aminé. Mais ici, c'est le premier nucléotide du codon qui change, mais regardez ici ce que je disais un peu plus tôt, c'est que la plupart du temps, les modifications des 2 premiers vont entraîner un changement des acides aminés. Mais pour la leucine, on a ces 6 codons-là qui sont capables de... là, je me demande... ouais, c'est bien complet. Donc, UUA, qui était notre nouveau codon muté, là, ici, il code lui aussi pour la leucine, tout comme CUA, qui se trouve dans notre tableau, là, à être... donc, CUA était là, puis UUA était là, puis il se trouve que les deux donnent la leucine. Donc, elle répond à la question quel serait l'effet de cette mutation sur la séquence des acides aminés? Ben, il n'y aurait aucun effet. La séquence d'acides aminés va être la même. Puis, donc, c'est une mutation qu'on pourrait dire qui est silencieuse. Donc, voilà pour un gros bloc de matière où on a introduit la notion de mutation. Puis, ça va nous permettre de conclure cette section-là du cours avec le chapitre 17. Le concept 17.6.
Et savez-vous quoi? On va être capable de le conclure dès maintenant, parce qu'en fait, ça va nous prendre 2 secondes et quart, ou à peu près. 17.6. L'expression génique se manifeste selon des modes différents au sein du monde vivant, mais le concept de gène est universel. Donc en fait ici, l'expression génique, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la synthèse des protéines. Selon les mécanismes qu'on a étudiés, c'est-à-dire transcription et traduction. Traduction. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une cellule décide de fabriquer telle protéine à tel moment, selon ses besoins, selon son environnement? C'est une grande question qu'on ne réussira pas à aborder vraiment en détail dans le cours ici. Mais au moins, ce qu'on aura abordé dans le cours ici, c'est comment est-ce qu'une cellule peut faire pour fabriquer ces protéines-là à partir de l'information qui est contenue dans son noyau. Donc, qu'est-ce qui déclenche la synthèse de protéines? Qu'est-ce qui stimule l'expression de certains gènes? Ça, c'est une question qui va être examinée davantage dans le deuxième cours de biologie. Mais pour ce qui est de la mécanique de fabrication des protéines, on l'aura certainement abordé ici. Donc, le concept 17.6, c'est pour dire que chez les bactéries, les archéobactéries et même les eucaryotes, on retrouve plusieurs similarités, mais aussi quelques différences. Donc, principalement l'absence d'un noyau pour les prokaryotes. Donc, ce qui fait que la traduction puis la transcription peuvent être faites simultanément. Tandis que chez les eucaryotes, il y a une enveloppe nucléaire qui sépare les sites de transcription puis de traduction. La maturation aussi de l'ARN, c'est un concept qu'on a étudié ensemble. C'est propre aux eucaryotes, mais pas aux prokaryotes. Puis, dans le fond, ici, là, ce qu'on peut dire, c'est que les archées ont des similarités autant avec les bactéries qu'avec les cellules eucaryotes. Donc, ça, comme un peu à mi-chemin entre les deux. Si on allait voir une figure ici, juste avant, tu vois ici, on a un phénomène qui va pouvoir se dérouler uniquement chez les bactéries. C'est-à-dire qu'on a un brin d'ADN ici, en bleu. Puis ce qu'on voit, c'est des ARN polymérases qui font quoi? Qui font la polymérisation de l'ARN. Donc c'est des filaments rouges qu'on voit ici comme ça. Donc ce qu'on voit, c'est que cette ARN polymérase-là, elle a commencé il y a plus longtemps que celle-là. Autrement dit, elle était celle-là qui est ici, là, qui est là, ici, comme ça. Elle était auparavant ici, puis elle s'est dirigée de cette façon-là. Puis tout le long qu'elle se dirige vers la droite, là, en respectant le sens de la transcription, le fragment d'ARN messager grandit. Puis ici, il s'agit vraiment d'ARN messager, non pas d'ARN pré-messager, parce qu'il n'y a pas de maturation de l'ARN chez les prokaryotes. Comment on fait pour savoir qu'il s'agit d'un prokaryote? Qu'est-ce qui est agrippé après les ARN messagers? Des ribosomes. On dit polyribosomes juste du fait qu'il y en a plusieurs. Donc, nos ribosomes sont ici comme ça. Donc, le fragment d'ARN vient juste de commencer d'être synthétisé, puis déjà un ribosome peut venir s'installer, puis fabriquer un polypeptide. Donc, remarque ici, tu vois, là, les ribosomes, là, ils fonctionnent dans cette direction-là. Donc, disons que si je me dessine un ribosome ici comme ça, le ribosome va s'en aller comme ça en direction de l'ARN polymérase. On remarque ça à la longueur des fragments de polypeptides qui sont de plus en plus longs. Là. Tu vois, celui-là ici, là, il est beaucoup plus long que celui-là ici. Donc, ce qu'on observe ici, c'est tout simplement la transcription et la traduction simultanée qui est possible chez les prokaryotes parce qu'il n'y a pas de noyau. Mais si on s'en va chez un eucaryote, mais on revient avec cette figure-là ici,
que je t'invite à examiner. C'est sûr qu'il y a des petits détails, tu sais, comme ce bout-là ici là, de l'enzyme qui permet de recharger les ARN de transfert. On a écarté ça, mais pour le reste, là, on peut se dire que c'est mission accomplie. On a complété notre objectif 5A qui portait sur la synthèse des protéines, qui est le prélude pour comprendre les questions de génétique. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire le... non, j'allais écrire un 6, mais c'est plus le... oui, le quiz 17 qui porte sur nos mécanismes de synthèse des protéines, donc qui va vous apparaître sur Classroom. Donc, bon travail là-dessus. Vous avez à peu près une semaine pour le faire, un peu plus qu'une semaine en date d'aujourd'hui, 24 avril. Puis, on poursuit avec la deuxième partie du thème 5 sur l'hérédité. Bye bye, à bientôt.